Bonjour, Jean-Noël Capferrer. Bonjour. Alors, vous venez de publier Luxe, nouveau challenge, nouveau challenger. Alors, on ne vous présente plus. Vous êtes le grand spécialiste du luxe et des marques. Vous enseignez à HEC, vous enseignez un petit peu partout dans le monde. Vous êtes consultant des plus grandes entreprises, auprès des plus grandes entreprises de luxe. Et puis, il y a quelque chose qui arrive aujourd'hui dans le luxe qui vient tout bousculer, c'est Internet. Et Internet, c'est le click and buy. Est-ce que ce n'est pas un choc culturel gigantesque pour le luxe? Tout à fait, vous avez raison d'employer le mot culturel. Il y a dans le monde une concurrence non seulement entre les marques de luxe, mais entre des modèles culturels de luxe. Je dis culturel parce que c'est pratiquement un logiciel national. Il y a un modèle de luxe italien, il y a un modèle de luxe français, et il y a un modèle de luxe américain. Pour l'instant, il n'y a pas de modèle de luxe chinois ou japonais, etc. Voilà. Or, les Américains, comme d'ailleurs une partie des jeunes Asiatiques, etc., adorent la technologie. Et ils s'emparent de la technologie parce que fondamentalement, ils savent que le luxe européen, de certaine façon, qui est obsédé par le passé, est très réticent devant la technologie. Parce que la technologie, c'est mettre de l'obsolescence dans les produits, parce que la technologie ne dure pas. Le Galaxy 7, il sera remplacé par le 8, par le 9, par le 10, le 4G par le 5G, etc. Or, les fondamentaux de la réussite du luxe occidental, Italie, France, c'est faire des produits durables dont les prix ne cessent d'augmenter, dont vous pouvez dire au client que dans 5 ans, de toute façon, son produit sera aussi bon qu'aujourd'hui, avec un niveau de service exceptionnel, etc., etc., etc. On ne parle jamais de fonction. On ne parle jamais du futur. On parle du présent et du passé. Or, la technologie, c'est la fonction. Vous vendez la technologie en disant la 4G, la montre connectée, elle vous permet de faire ça. Ça veut dire que votre montre que vous vendiez avant sur des complications qui sont des simples œuvres d'art devient au niveau du vendeur au comptoir quelque chose qui s'argumente. Ah, ben, elle a ça, elle est connectée, elle va vous permettre de faire ça. Donc vous avez un changement culturel. Le luxe n'a jamais vendu la fonction. Il a vendu l'art, l'histoire, le prestige, la valeur éternelle, etc. Et d'un seul coup, la technologie qui rentre, et elle a raison de rentrer, vous amène au niveau de la vente en disant « Oui, mais ma montre connectée est meilleure que l'autre montre connectée ». C'est-à-dire qu'on passe dans une logique de premium. Car le premium, c'est la qualité qui se démontre, alors que le luxe, c'est la qualité qui est considérée comme d'emblée supérieure et qui n'a plus besoin d'argumentation. Donc vous voyez qu'on est en train de… Là, ce que j'appelle le challenge, c'est que c'est les challenges des piliers, des fondamentaux de la façon dont les entreprises de luxe européennes ont été managées depuis 50 ans ou 60 ans. Ce n'est pas tellement un challenge au niveau des clients, c'est un challenge au niveau des entreprises elles-mêmes. Comment on fait pour parler de fonction dans un monde qui disait « la fonction, c'est pas nous, la fonction, c'est le premium ». Si les gens sont là à dire, etc. Voilà. Deuxièmement, il y a l'obsolescence. L'obsolescence est un problème. Quand vous, par exemple, si vous êtes une marque très célèbre de luxe de montres suisse et que vous passez un accord avec Samsung pour votre montre connectée, en cas de service de problème, vous appelez le service après-vente. Mais c'est le service après-vente Samsung ou le service après-vente de la marque. Et de toute façon, le service après-vente de la marque, il est incompétent pour traiter des ingrédients Samsung. Parce que c'est tellement technologique que là, vous avez une deuxième rupture par rapport au business model du luxe qui est, jusqu'à présent, le business model du luxe, c'est « je contrôle tout de A à Z ». Et là, brutalement, c'est « je ne contrôle plus ». Je suis désolé, c'est Apple, ou bien c'est Google, ou bien c'est Microsoft. Le luxe devient un assembleur, alors. Exactement. Et là, c'est le contraire de tout le modèle qui était « nous sommes incomparables » parce que depuis la peau du crocodile, la ferme du crocodile en Thaïlande, jusqu'à l'après-vente en magasin, nous, Hermès, on contrôle tout. Donc, on ne peut pas nous comparer. Alors, vous voyez le challenge culturel? Deuxième révolution ou challenge avec les nouvelles technologies, c'est la distribution. Traditionnellement, la distribution du luxe se doit d'être sélective, se doit d'apporter un service exceptionnel, comme on fait avec Internet. Alors, vous avez raison de parler de la distribution parce que le premier facteur de le luxe est là pour segmenter, voire même pour discriminer. Bon, et à quoi sert la distribution? À faire le choix des clients. Parce que tous les clients ne vont pas dans certaines rues, tous les clients n'osent pas rentrer dans les magasins, etc. L'Internet, c'est l'inverse. C'est vous entrez, vous êtes dans votre lit, dans votre sofa, dans votre voiture, etc. Prenez votre mobile et vous entrez. Dans le métro. Voilà, voilà. Donc, il n'y a plus… Le magasin est partout. Bon. Deuxièmement, vous êtes habitué au click and buy, comme vous le disiez jusqu'à présent. Or, le luxe, jusqu'à présent, reposait sur un principe qui est un peu celui du désir amoureux. Il faut attendre avant de consommer. Bon, donc c'est la drague, on se plaît, on attend un peu, et puis le désir monte, et puis un jour on conclut. Or là, c'est non, il n'y a pas besoin d'attendre.
Vous voyez un truc qui passe dans un défilé sur Facebook, sur Et votre clique. montre connectée, etc. Et il ne faut pas attendre, on consomme tout de suite, le soir même, vous voyez. Bon. Et là, tous les fondements de la création artificielle du désir, c'est-à-dire l'attente, ce qu'on appelle le modèle obstacle. Le modèle obstacle, c'est le modèle que les Français ont inventé. Il y a un obstacle prix, il y a un obstacle temps, on ne peut pas l'avoir tout de suite, il y a un obstacle lieu, il y a un obstacle Il faut avoir le culturel. courage de rentrer dans le magasin. Oui, etc. Alors que là, tout ça, c'est fini. Just do it. Voyez. Et les Américains sont très forts là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils ont amené cette fameuse inversion des défilés. C'est eux qui disent le défilé qui avait lieu 6 mois avant la saison, etc. Ça n'a plus aucun sens. Nous, les Américains, on va faire un seul défilé. Le défilé dans lequel on peut acheter tout de suite des produits, les commander sur Internet, et ces produits sont demain dans les magasins. C'est-à-dire, c'est la disparition du modèle obstacle. Un, ils sont accessibles. Deux, il y a plus de, on peut les acheter n'importe où et se faire livrer. Troisièmement, il n'y a plus à attendre. Et là, on se prend de plein fouet un modèle qui remet en cause ce que le luxe européen a créé comme source de valeur. Alors restons sur le problème de la distribution et en même temps on va attaquer l'aspect quasi mondial. Si je vous cite Amazon, Le Bon Coin, venteprivée.com et on pourra en citer d'autres. Est-ce que ce n'est pas aussi un autre facteur de déstabilisation pour le luxe? Alors c'est un facteur de déstabilisation parce que les standards de ce que c'est que le service ne sont pas forcément dans le luxe. Quand vous voyez qu'Amazon vous livre à l'intérieur de Paris en 1 heure aujourd'hui, quel est le bijoutier de la place Vendôme qui peut vous livrer en 1 heure? Or, les clients du luxe sont des gens hyper connectés qui ont l'habitude d'être livrés en 1 heure, qui vont avoir l'habitude de pouvoir... Le service premium d'Amazon devient un standard mondial de l'efficacité et de la personnalisation. Et les gens vont dire, ben attends, c'est incroyable, vous devriez faire aussi bien qu'Amazon. Donc ce que la technologie, en quoi elle est déstabilisante, c'est qu'elle crée des benchmarks qui ne sont plus des benchmarks du secteur, qui sont des benchmarks hors secteur. Voilà. Donc Vuitton n'aura pas le choix qu'un jour de dire, moi aussi je livre d'une certaine façon en 1 heure, parce que vous êtes habitué à ça. L'après-vente, vous avez un problème d'après-vente sur une montre. On vous dit, ah oui, alors vous nous la laissez, on vous la renvoie dans 1 mois. Mais à un moment donné, les gens vont dire, c'est pas possible, il y a un problème. Vous ne pouvez plus faire attendre 1 mois. Alors on vous explique l'artisan, etc., etc. Mais si vous pouvez, dans le monde, je dirais digital, vous avez un produit qui ne vous plaît pas, vous le renvoyez immédiatement, gratuitement, etc., les gens vont s'habituer à ces standards-là. Et ils auront de plus en plus de mal à accepter certains standards historiques du luxe qui tiennent un peu à des modes, à des supply chains un peu datés, si vous voulez. Donc le luxe devra faire aussi son mea culpa d'une certaine façon. Peut-être dernier point à aborder, c'est celui du luxe connecté. Quand on pense au smartphone, à l'Apple Watch ou à la voiture Tesla, est-ce que la technologie ne bouscule pas aussi tout? Alors, c'est très intéressant Tesla, parce que Tesla, quand Tesla est arrivé, effectivement, tout le monde a été très déstabilisé parce que c'était un ovni venu hors du luxe, c'est-à-dire la Silicon Valley. Mais c'est pas très beau une Tesla, c'est pas très bien fini à l'intérieur. C'est quand même très beau. Je vais vous dire une chose, Tesla, c'est un objet qui a compris que le désir est un moteur du progrès technologique. C'est-à-dire que le progrès technologique n'est pas suffisant. Il a fait une voiture qui, en plus, avait de la gueule. Elle imite un peu une Ferrari dans son look, hein, mais il y a un côté émotionnel. Bon, l'avenir de Tesla, malgré tout, ça ne sera pas de Est-ce que rester... l'émotionnel n'est pas technologique? Parce que les finitions intérieures sont quand même pas Pour terribles. l'instant. Pour l'instant. Mais pour l'instant, moi ce que je veux vous dire, c'est que Tesla n'est pas une marque de luxe. C'est une marque technologique qui, parce qu'elle n'a pas les économies d'échelle, est donc chère. Mais il ne suffit pas d'être cher pour une marque de luxe. Le futur de Tesla, il nous l'a annoncé, c'est d'être une entreprise de masse et d'avoir des voitures à 30 000, puis à 15 000 euros. Donc le futur, d'une certaine façon, ça ne sera plus de rester comme Maserati, etc. Néanmoins, il a obligé Porsche à accélérer son processus de planification de la voiture électrique. Et j'ai demandé à Porsche, pourquoi vous n'avez pas porté la voiture électrique avant? Que m'a répondu Porsche? Nous ne pouvons pas. Non pas parce qu'on est en retard, mais parce que la réputation de Porsche, ce sont des voitures qui ont 0 problème. Or, nous savons que la haute technologie, au début, elle a des problèmes, puisqu'il faut essuyer les plâtres, faire les tests. Donc, d'une certaine façon, toutes les grandes marques allemandes d'automobiles ont été challengées par un plan qu'elles avaient,
ce qui était de lancer des voitures électriques, mais elles les avaient pour 2020 et après. Maintenant, on vous dit, non, non, vous devez accélérer tout, parce que fondamentalement, l'électrique, c'est aujourd'hui. Mais elles ont beaucoup plus à perdre que Tesla, parce que Tesla est en construction de réputation, alors qu'elles, elles sont en maintien de réputation. Donc vous voyez, elles pensaient avoir le temps devant elles, elles ont moins le temps. Donc la technologie bouscule aussi les repères du temps, il oblige les piliers du luxe automobile à aller plus vite. Donc Internet et les nouvelles technologies, un nouveau challenge et des nouveaux challengers, hein, comme Tesla. Les nouveaux challenges sont portés par les nouveaux challengers. Merci Jean-Noël Capferrer. Merci.